J'ai perdu mes lunettes. Oh, j'ai perdu mes lulu. Oh, j'ai perdu mais c'est pas drôle parce que je peux rien faire. Je peux même pas lire une recette. Je peux plus manger. Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis heureuse de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui Frédéric Lordon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors Frédéric, on se connaît, on ne va pas le cacher, mais je te présente quand même pour ceux de nos abonnés qui ne te connaîtraient pas. Tu es économiste et directeur de recherche au CNRS en philosophie, la chose est importante. Et tu as publié quantité d'ouvrages, je ne vais évidemment pas tous les citer, je commencerai arbitrairement en évoquant Capitalisme, désir et servitude que tu avais publié à La Fabrique en 2010, texte pour lequel je t'avais reçu pour un entretien dans le texte tout à fait mémorable. C'est l'épisode de l'émission sans doute le plus fameux, le plus vu, le plus commenté, le plus piraté aussi. Donc je pense que ça peut activer quelques souvenirs chez certains. Après Capitalisme, désir et servitude, il y a eu D'un retournement l'autre, comédie sérieuse sur la crise financière en alexandrin, texte que j'avais eu la joie de mettre en scène. Et puis il y a eu La Société des affects, entre autres, je ne les cite pas tous, La Société des affects qui reprenait quelques-uns des éléments qu'il y avait dans Capitalisme, désir et servitude. Il y a eu également La Malfaçon sur l'euro et l'Europe, l'Union européenne. Et puis voici venir Imperium, aux éditions de La Fabrique, juste cet automne. Imperium, texte de pure philosophie, une sorte de pavé que tu jettes dans la mare des grands débats qui divisent la gauche critique aujourd'hui sur l'internationalisme, sur l'État, sur l'horizontalité. Tu saisis ces notions avec les outils de philosophie politique forgés par Spinoza, dont tu te sers comme de forceps pour nous arracher à nos aveuglements passionnels. Tu reprends les choses à la base en posant les questions très simplement. Comment ça tient, un corps politique? De quoi c'est fait? Quelle part y prend l'État? Questions auxquelles tu réponds, ce qui te permet de définir ce que nation veut dire, ce qu'une nation peut devenir, et qui te permet de rappeler aussi tout bêtement que les nations, ça existe positivement, c'est-à-dire comme un fait indiscutable avant d'être désirable ou haïssable. Et oui, on peut penser la nation sans être nationaliste, ô stupeur. Alors l'un des projets de ce texte, on le devine déjà, consiste à nous débarrasser de nos affects, de ceux de nos affects qui nous aveuglent pour penser les objets politiques. Mais vouloir nous débarrasser de nos affects quand on est spinoziste, est-ce que c'est pas une entreprise un peu désespérée ou à tout le moins paradoxale ? Non, tu as raison, on n'en sort pas en réalité. La question c'est de savoir sur quel contenu on les fait opérer. Il y a une antinomie dont il faut se débarrasser, c'est celle qui opposerait terme à terme les affects et la pensée, ou les passions et la raison, etc. Il n'y a pas de raison opératoire sans le soutien d'affect. Et c'est l'un des grands enseignements de la philosophie de Spinoza, c'est que les idées n'ont d'efficacité que pour autant qu'elles s'accompagnent d'un auxiliaire passionnel qui leur donne le pouvoir de nous faire quelque chose. Il y a des idées qui ne nous font rien du tout. Il y a des idées qui naissent dans des champs sociaux qui nous sont tellement étrangers qu'elles ne peuvent pas nous toucher. L'exemple qui me vient le plus souvent à l'esprit pour parler de ça, évidemment c'est le cas des mathématiques, puisque c'est un univers extrêmement séparé, extrêmement abscon. Il y a quelques années, on avait annoncé que la conjecture de Fermat, sur laquelle les mathématiciens se cassaient les dents depuis des siècles. Aucune idée de ce que c'est. Ne la développe pas si c'est trop compliqué, mais que la conjecture de Fermat venait d'être démontrée comme un théorème. Je veux dire, la nouvelle a été annoncée, tu vois bien que ça a laissé 99,999% de la population totalement indifférent. Mais dans le 0,00001% de la petite communauté des mathématiciens, tout le monde en est devenu fou furieux. Alors voilà. Évidemment, pour qu'une idée nous fasse quelque chose, il faut premièrement qu'elle s'adjoigne un affect, et deuxièmement qu'elle rencontre des affectabilités proprement disposées. Alors ça n'est pas le cas de tout le monde. Oui. Mais la raison, encore une fois, a ses affects à elle. Alors sous sa forme supérieure, Spinoza donne un nom à cet affect en particulier.
Alors évidemment, c'est comme toujours chez Spinoza, c'est un nom un peu étrange, tu vois, avec des arrière-plans ou poétiques ou mystiques, mais il faut l'entendre en réalité de manière tout à fait froide et presque clinique, comme toujours à sa manière. Il appelle ça l'amour intellectuel de Dieu. Ah oui, alors l'amour intellectuel Dieu de Dieu, nous évidemment. encombre un peu Oui, aujourd'hui. oui, alors, mais sauf que c'est pas du tout le Dieu qui nous encombre. Le Dieu de Spinoza, c'est la nature. C'est un Dieu entièrement immanent et qui se confond avec la nature naturante. Deus ive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Bon, on laisse ce débat de côté, il n'est pas très intéressant. Mais ceci pour dire que la forme la plus haute de la raison a encore son affect à elle. Et c'est par le travail de cet affect que nous y persévérons, que nous nous engageons chaque fois un peu plus avant dans le travail de la raison. Et sans cet affect, rien. Oui, et néanmoins, j'insiste, les affects sur les matières qui nous occupent là aujourd'hui, sur l'État, sur la nation, les affects viennent faire obstacle à une pensée juste, à une pensée constructive de ces notions-là. Tu dis souvent que tu travailles à une entreprise de dégrisement, des libertaires par exemple, ou des internationalistes. Les dégriser, ça veut bien dire les dépouiller de ceux de leurs affects, l'amour d'un internationalisme mal pensé parce qu'il est aimé avant d'être pensé, par exemple. Ça veut bien dire que là, il y a des affects en face de toi qui sont des obstacles à l'élaboration d'une pensée juste. Et donc, j'ai l'impression que l'une des entreprises de ton texte consiste quand même à essayer de penser en retirant les passions. Penser la nation sans le nationalisme, qu'est-ce que c'est? Sinon, penser le corps politique sans se hâter de l'aimer ou de le haïr comme corps. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais en l'occurrence, ça n'est pas tant de sortir de l'ordre des passions, puisque en vérité nous ne pouvons pas, mais en effet, c'est de contredire certains affects et de les contredire par un travail de la raison analytique qui, quelle qu'en soit la nature, continuera d'avoir ses suppléments affectifs à lui. Donc en quelque sorte, on pourrait dire que c'est une réorientation du flux des affects dans de nouvelles directions. Mais sur le fond, tu as entièrement raison. Et d'un certain point de vue, il y a dans ce livre, il y a une espèce de prologue un peu bizarre, auquel j'ai donné le nom d'aide-mémoire, dont le sous-titre est Ce que l'État peut, et qui, en quelque sorte, est la mise en scène de mon propre travail pour me déprendre de mes propres affects. J'ai eu le sentiment que tu les déposais au seuil du texte. Oui. C'est exactement ça. Et c'est ça aussi pour, je suis bien obligé de l'avouer, pour une raison, je ne sais pas comment la qualifier, peut-être plus prosaïque, mais ça fait un certain temps déjà que je lâche dans la nature un certain nombre des idées qui se sont trouvées rassemblées dans ce texte. Et à chaque fois, je m'expose à des contresens de lecture qui sont, alors pour le coup, des réactions épidermiquement affectives. Et qui conduisent à me catégoriser ou me prêter une vision du monde qui en réalité n'est pas la mienne. Dans la lecture distordue par le travail des passions, il est tellement vite fait de coller à quelqu'un qui travaille sur l'État l'étiquette « il aime l'État voilà. Il a la passion de l'État, c'est un apologiste de la police, etc. » Bon, alors, peut-être que si j'avais eu un peu plus de sang-froid, je n'aurais pas éprouvé le besoin de me débarrasser de ça et j'aurais laissé pisser le mérinos. Mais j'ai pas pu... Enfin voilà, j'ai cédé à la tentation de le dire. Comme tout le monde, j'ai mes affects à propos de l'État, de la nation, des institutions, de la loi, de la police. Il se trouve que si je ne le dis pas, les gens ne peuvent pas s'en apercevoir parce qu'ils sont à l'exact opposé de tout ce que j'essaye d'analyser dans le livre. Bon. Donc ce livre, c'est vraiment les affects trempés par la raison. Voilà. Ouais. Alors peut-être il faut préciser, donc ce texte liminaire et lapidaire dans lequel tu déposes ces affects, ce sont des affects de colère, il faut dire ce qu'il y a, d'une forme de colère, d'indignation très, très vive, devant la violence de l'État, en gros, la manière dont les CRS tiennent la porte à l'oligarchie qui va dîner au dîner du siècle. Tu parles de la mortalité de fourgon, avec les flics transformés en assassins constamment impunis.
impunis. Tu parles de la bureaucratie tatillonne s'agissant de naturaliser les uns ou les autres. Donc, autant de raisons de haïr l'État, par quoi tu déposes en effet tes affects au seuil du texte, et aussi tu envoies un signal de fraternité à ceux qui peut-être sont les destinataires de ce texte, ces libertaires que j'évoquais tout à l'heure, hein, des amoureux de l'internationalisme, de l'horizontalité, à qui tu voudrais prendre la main, j'ai cette impression, en leur disant venez, nous sommes du même côté, même si vous me détestez, croyant que j'aime l'État et que j'aime la nation. C'est comme un geste de fraternité que tu envoies vers ces destinataires-là. Crois-tu que cette alliance est possible, que tu es audible par les libertaires? Écoute, on verra à l'usage. Moi, j'ai deux expériences qui viennent de ce que, cette année, l'an dernier, j'ai été invité à la fête de la CNT. Ouais. Et l'an dernier, c'était pour parler directement de l'État et leur servir une version en cours d'élaboration de l'essentiel des thèses de ce livre. Alors, pour tout te dire, j'avais un peu peur de me faire équarrir, même si j'y étais prêt et que j'allais défendre mon beefsteak jusqu'au bout. Et la discussion a été beaucoup plus tranquille que je ne l'imaginais a priori. Bon, j'en tirerai pas une conclusion complètement générale, mais oui, je crois que c'est possible. Si je ne le croyais pas, je me serais pas lancé dans cette entreprise. C'est-à-dire, en effet, je partage bon nombre des dispositions de la pensée libertaire et je contredis en moi ces dispositions et le fond de certaines thèses de la pensée libertaire. Mais par exemple, moi, il y a une chose qui m'a toujours sidéré dans la pensée libertaire, si tu veux, c'est la prescience du diagnostic donné avec quasiment un demi-siècle d'anticipation sur ce qu'allait devenir la révolution russe, la révolution d'octobre. Sa dérive bureaucratique, c'est-à-dire le fait que on est passé en réalité d'une forme d'État à une autre, aussi totalitaire. C'était plus le totalitarisme du capital, c'en était un autre, etc., etc. Et il fallait bien pour avoir cette prescience-là, parce que je crois que c'est le terme adéquat, il fallait bien qu'il y ait une disposition et une sensibilité particulière à l'emprise des institutions sur nos vies, à l'emprise de la loi et de la police, pour imaginer avec autant d'avance le devenir de cette révolution-là. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont pensé les premiers la nécessité de l'État, au fond, que de toute façon d'horizontalité ou d'égalité il n'y aurait point et voilà, au fond, la verticalité allait émerger de toute façon. Alors, c'est compliqué parce que ils ont pensé le péril de l'État se reconstituant, tout en sans vouloir aller au bout, tirer les dernières conclusions de leurs prémices et aller jusqu'à conclure à la nécessité d'un État se reconstituant toujours sous une forme ou sous une autre, et donc en maintenant le rêve du dépérissement de l'État que eux allaient être capables d'incarner, à l'inverse des dérives qu'avait connues la révolution bolchevique. Ils se réclamaient quand même d'un modèle où une société A institutionnelle serait possible, alors que toi tu affirmes que nulle société A institutionnelle n'est concevable. Absolument. Oui. Alors, parmi ce qui éventuellement t'oppose aux libertaires à qui tu parles, il me semble beaucoup dans ce texte, il y a, au fond, les fondamentaux de l'anthropologie. Sur quelle anthropologie on s'appuie pour penser le fait politique? Toi, tu contestes aux libertaires le fait qu'ils s'appuient sur une anthropologie très idéaliste, enfin que tu juges idéaliste, c'est-à-dire que tu considères qu'il y a chez les anarches, chez les libertaires, tendance à penser l'homme comme fondamentalement bon, et au fond, ça n'est que l'État qui génère de la violence ou les institutions. Enlevons l'État et les institutions, l'homme est assez bon pour se passer d'institutions. Mais tu contestes aussi l'anthropologie absolument négative qu'on peut trouver chez les libertariens, pour qui l'homme est un loup pour l'homme, et donc il faut absolument de l'État, de l'institution, pour l'empêcher de se nuire à lui-même. Donc tu te réclames d'une anthropologie mitigée. Et ça te différencie quand même des libertaires. Mais il y a ce dont tu te réclames, et puis il y a ce qui émerge dans le texte. Et j'ai le sentiment qu'au fond, ta manière de penser l'humain, la nature humaine, te fait voir
le pire, le meilleur, mais quand même plus souvent le pire. Tu penches un peu d'un côté, tu vois, tu n'as pas forcément la rigueur que tu réclames des autres. Par exemple, tu diras, bon, le propre de la nature est d'être fondamentalement sous-déterminé. On ne peut pas se prononcer pour savoir s'il est déterminé au pire ou au meilleur à l'avance. Il y a une espèce de disponibilité. Mais sans doute la complexion passionnelle des hommes contient-elle les possibilités centripètes de l'entraide, mais hors de toute régulation institutionnalisée de la violence, la probabilité dominante, c'est la guerre. Ce qui te fait dire également, sous la conduite des passions plus que de la raison, le monde sans État n'est pas le monde des associations, il est le monde des bandes. On voit bien que quand on retire la règle, selon toi, qu'est-ce qui reste de l'humain? C'est l'inclination à la violence, beaucoup plus souvent que l'inclination à la coopération, l'entraide et tout. Donc, en fait, l'humain peut le pire et le meilleur, mais plus souvent le pire. Alors oui, je me reconnais dans cette présentation que tu as faite de ma position sur cette question. Je dirais que je récuse les anthropologies hémiplégiques comme, d'une part, l'anthropologie hobbesienne du Léviathan et d'autre part, l'anthropologie... je ne sais pas comment la qualifier, idéaliste au sens courant du terme, si l'on veut, l'anthropologie de l'homme bon qui soutient la pensée des libertaires, mais récuser l'hémiplégie de ces deux anthropologies opposées ne me conduit pas à opter pour une anthropologie symétrique, dans laquelle les deux possibilités de, entre guillemets, la nature humaine seraient équiprobables. Et là, de ce point de vue, je pense me tenir au plus près de la pensée de Spinoza, à qui l'on doit d'avoir apporté cette conjonction de coordination élémentaire, le « et », l'homme est un loup et un dieu pour l'homme, mais sans avoir considéré du tout que la survenue du dieu ou la survenue du loup étaient des événements de même probabilité. Et chez Spinoza, il y a ce fond de pessimisme qui consiste à attester le fait que la possibilité de la violence est la possibilité dominante, qu'elle ne règne pas en totalité sur les comportements humains, mais que c'est elle qui détermine la nécessité des institutions et de l'État. Mais tu vois, comme quoi on ne se débarrasse pas des affects, parce qu'il me semble que cette option-là, d'incliner davantage pour le pessimisme, ça c'est une disposition affective, une disposition passionnelle, que certaines études peuvent démentir. Il y a des études récentes qui ont montré par exemple qu'en situation de catastrophe, des études qui ont été faites après l'ouragan à la Nouvelle-Orléans ou dans le cadre du tsunami, les comportements d'entraide, de coopération l'emportent sur les comportements égoïstes, de fuite, etc. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui viennent contredire cette intuition que la violence prédomine. Or, les situations de catastrophe sont bien des situations d'affaissement institutionnel. On se retrouve un peu dans cette espèce de cas où on peut observer l'humain rendu à lui-même, délivré du cadre institutionnel qui le contraignait, tout à coup, en situation de catastrophe. Les études montrent que les comportements d'entraide sont extrêmement nombreux. Est-ce que du coup, ça ne vient pas révéler la dimension en fait de présupposés chez toi, de préjugés qui orientent tout ton modèle politique? Mais non, ça ne contredit pas du tout cette position, ça ne fait que donner un exemple d'actualisation des possibilités coopératives qui sont incluses dans l'ensemble des possibilités de ce qu'on peut rassembler sous l'étiquette de nature humaine. Mais bon, qu'il y ait des faits de coopération dans le monde humain, la chose est tellement évidente qu'il faudrait être idiot pour la nier. Bien sûr. Alors après, ce sont des questions de situation passionnelle particulière. Alors très bien, tu me dis que on observe des comportements de cette nature dans les cas de catastrophes naturelles, et ma foi, pourquoi pas. Est-ce que c'est certainement tout à fait vrai. Est-ce que c'est une situation institutionnelle? La chose reste à démontrer. Hein. D'abord, il y a des reliquats d'institutions, et puis il y a toutes les institutions invisibles, hein, celles qui sont déposées en nous, sous l'espèce des normes morales, par exemple, qui proviennent d'un travail antérieur des institutions, notamment éducatives, familiales, etc., de tout le travail de la socialisation telle qu'elle a des effets normatifs, et il y a un effet de rémanence de ces normes, qui sont des institutions impalpables, intangibles, non matérielles, mais qui sont quand même là, qui sont à l'œuvre, etc., etc. Si bien qu'on pourrait toujours multiplier les exemples
ceux où ce sont les forces agressives qui reprennent le dessus, les situations où ce sont les tendances coopératives qui l'emportent, etc., etc. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se livrer à ce que j'appelle la clinique passionnelle des situations particulières. On prend une situation et on décortique effectivement l'ensemble des formations passionnelles collectives qui sont à l'œuvre et on voit lesquelles l'emportent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conclusion générale à énoncer, sauf peut-être, et ça aussi je continue de l'endosser, au niveau de généralité où je situe mon discours dans ce livre et qui conduit en effet à l'idée que les possibilités de la disconvenance passionnelle, pour parler comme Spinoza, les possibilités de la violence ne peuvent jamais être extirpées de l'horizon de la coexistence collective, et c'est le risque qu'elle fasse retour en permanence qui justifie qu'il y ait un appareil, mais qui le justifie au sens quasiment de la nécessité déterministe. C'est-à-dire dans l'enchaînement de la réciprocité négative, où les coups appellent les coups, les représailles, etc., pour que cette dynamique ne diverge pas de manière définitive dans l'explosion absolue de la collectivité, il y aura bien un centre qui émergera comme une instance l'emportant sur les partis et leurs conflits. D'accord. Et une fois qu'il y a ce centre, il y a de la verticalité qui s'organise et ça devient de l'État. L'État venant capturer la puissance de la multitude dans les lieux où elle se verticalise, si j'ai bien compris. On a mis en paysage de notre émission ce dessin d'Hokusai, cette vague d'Hokusai que tu as toi-même mis en exergue de ton livre. Hein. Tu as utilisé cette image pour dire quelque chose, pour montrer quelque chose ou faire sentir quelque chose. Hein. Mais oui, toujours une affection visuelle. Hein. Voilà, faire sentir quelque chose de comment ça marche l'impérium, parce qu'en fait cette image-là est une image possible pour donner à voir quelque chose de l'impérium, notamment ce mouvement que j'essaie de figurer. Voilà, il y a quelque chose là qui s'élève, qui passe par le centre, qui se verticalise et qu'on peut percevoir ensuite comme redescendant sur nous, comme une transcendance, alors que c'est au départ un fait d'immanence. Alors ça, c'est donc ce mouvement, cette dynamique que tu tiens dans le mot imperium, concept que tu as éprouvé le besoin d'emprunter à Spinoza. Pourquoi avais-tu besoin de prendre ce concept à Spinoza? Alors, imperium est un concept qui tient en effet antérieurement à celui d'État. J'ai fait le choix, comme Bernard Potra, le dernier traducteur en date du traité politique où le concept d'imperium apparaît, j'ai fait le choix de traduction de ne pas traduire, qui me paraît en l'occurrence le plus judicieux des choix de traduction. Il y a quelque chose de très profond dans cette abstention-là, car imperium est un concept d'un très haut niveau de généralité et qui, par conséquent, est susceptible d'accueillir des déclinaisons multiples, mais en aval seulement. Alors, imperium, la problématique de l'imperium se situe d'une certaine manière antérieurement à celle de l'État. Et elle a à voir avec ce qui fait faire consistance au social. Alors évidemment, au social entendu en un sens très général, là encore, c'est pas le social des politiques sociales ou des questions sociales, etc. C'est ce qui fait que des groupes humains font société, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que si on regardait au fond, société s'avérerait comme une dénomination formale choisie. Mais d'ailleurs, regardons au fond. Pourquoi société parce que la société, en latin, la societas, c'est l'association. C'est l'association, c'est-à-dire le regroupement qui se constitue sous l'effet du consentement réfléchi et du libre vouloir des sociétaires. La forme la plus adéquate, la forme réelle, la réalisation la plus adéquate au concept de société, c'est la société de capitaux. C'est la société dans le monde des affaires. Des gens qui s'associent et puis qui, si leurs intérêts viennent à se réorienter, se dissocieront à nouveau. Donc l'association, la société au sens de societas, c'est la forme la plus réversible et partant la plus instable du groupement. Or, ce qu'on appelle improprement les sociétés, c'est-à-dire en réalité des totalités organiques, alors pourvu qu'on comprenne adéquatement le terme organique, hein, il y a plein de problèmes qui sont enfermés dans tous ces mots à chaque fois, ce qu'on appelle la société tient par l'effet d'un lien qui est d'une toute autre nature que le consentement ou le libre vouloir éclairé. Et c'est cette nature-là de ce lien qui constitue
le phénomène du social, au sens que Durkheim a dégagé dans sa sociologie, en fondant ce qu'il appelait le point de vue sociologique, c'est ce lien-là que capture le concept d'imperium. Alors en quoi consiste-t-il? Eh bien, il consiste en un lien de type, là encore, ça ne va pas t'étonner, passionnel. Car l'autre énoncé qui s'articule à celui dans lequel, dans le traité politique, Spinoza définit l'imperium, l'autre énoncé, c'est celui qui dit « la multitude vient à s'assembler, non sous l'effet de la raison, mais sous l'effet de quelque affect commun ». Tu comprends, les penseurs du politique à partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle ont pensé la constitution des corps politiques sous l'espèce du contrat social. Alors le contrat social, c'est vraiment le phénomène associatif, mais étendu à l'échelle d'un pays ou d'une nation tout entière. Alors évidemment, ils ne sont pas complètement idiots. Ils ont assorti tout leur discours d'une série de codicilles qui leur disaient, bon, bien sûr, la population ne s'est pas réunie dans la forêt des Carnutes un soir à la pleine lune pour signer le contrat social, chacun apposant sa griffe tu vois, en bas du parchemin. Non, c'est pas ça. Mais malgré tout, il y a là une manière spontanément de penser la consistance des corps collectifs qui fait signe directement en direction de l'association volontaire et qui par là est adéquate à ce fait à caractère quasi anthropologique qui émerge à partir, disons, du XVIe siècle, pour faire simple, qui est le fait de l'individualisme. Des individus libres et souverains ne parviennent à penser leur être ensemble que sous l'espèce du contrat et de l'association. Eh bien, Durkheim, qui d'une certaine manière, par la sociologie, va théoriser ou scientificiser la réaction romantique du début du XIXe siècle, dit non, ce sont d'autres forces qui sont à l'œuvre. Des forces qui dépassent la conscience et le libre vouloir des individus, et des forces dont Spinoza, ça c'est sa patte à lui, c'est sa marque particulière, dit qu'elles sont passionnelles. C'est par composition, mais que personne n'a voulu réellement, d'affect individuel, formant un affect commun, exprimant par là le pouvoir qu'a la multitude de s'auto-affecter, c'est-à-dire les effets de la puissance de la multitude, c'est par le truchement de tous ces mécanismes passionnels collectifs que la société fait corps. Et alors, en effet, il n'y a rien dans le ciel. Le ciel est vide. Mais c'est la société et ce travail d'auto-affection de la multitude qui, émanant du bas, fait surgir cette espèce de surplomb que nul n'a voulu. Et voici des dieux au ciel. Quoique chacun y ait contribué, c'est ça le point important, nul ne l'a voulu, chacun y a contribué, et la chose que nul n'a voulu va s'imposer à tous. Voilà, c'est ça l'imperium. Alors, on va passer du temps dedans, parce que je pense qu'au début, c'est pas facile d'attraper cette notion-là, qui effectivement a plusieurs traductions. Parfois, c'est traduit par État, parfois, c'est traduit par souveraineté. Là, on est en train de rentrer plutôt dans la notion de corps politique. Qu'est-ce qui fait corps? Alors, peut-être on peut prolonger sur ça, la figure du corps, puisque tu développes assez longuement l'analogie entre le corps politique, qu'est-ce qui fait qu'un corps politique, un groupe humain, ça tient. Tu développes l'analogie avec le corps humain, par exemple, mais le corps en faisant attention de ne pas lui emprunter cette hiérarchie de la tête qui pense et des membres qui exécutent. Il faudrait penser le corps comme composition d'organes sous un certain rapport. Alors peut-être là tu peux développer ce qui dans le corps, la composition du corps, nous permet de nous représenter le fonctionnement d'un corps politique. Oui. Alors, la première chose à dire, c'est que précisément, il ne s'agit pas d'une analogie. Il ne s'agit pas de décalquer analogiquement une pensée du corps politique à partir de la pensée du corps humain. Il s'agit de dériver des exemples ou des réalisations différentes à partir d'une théorie générale des corps qui est plus abstraite que chacun des exemples concrets, des illustrations concrètes qu'on peut lui donner. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que chez Spinoza, il y a cette théorie générale des corps. Et une théorie générale des corps, elle est générale précisément parce qu'elle n'est pas le décalque plus ou moins dissimulé, plus ou moins métaphorique d'une théorie qui s'élaborerait à partir de la seule référence du corps humain, dont la forme la plus caricaturale est donnée par le frontispice du Léviathan. Il y a le corps du souverain, qui est un très grand corps rempli de plein de petits corps, n'est-ce pas? Et comme tu l'as dit, avec en filant la métaphore, le cerveau qui est l'organe de gouvernement, les bras et jambes qui sont les manants qui exécutent, etc., etc. Non, le corps chez Spinoza est pensé de manière très générale comme une composition de parties. Des parties qui s'unissent sous un certain rapport. Alors là, pour moi, la chose était vraiment, une aubaine, cette histoire, parce que elle me permettait de penser le faire-corps des groupes humains
sans tomber dans le travers qu'on lui oppose le plus généralement des communautés substantielles. Évidemment, quand il y a une certaine pensée de gauche critique qui a une réticence spontanée, et d'ailleurs bien fondée, il faut le lui accorder, avec, vis-à-vis de tous les arrière-plans d'organicisme qui sont charriés par l'idée de corps. Bah oui, si c'est un corps, c'est une essence, et si voilà, c'est une essence, c'est une substance, et voilà. Donc on nous voilà dans l'ethnie. Absolument, voilà. Ouais. Et or, moi, c'était, si tu veux, c'était ça, l'un des buts de guerre de ce livre, c'était vraiment celui-là, c'est-à-dire sortir de cette catastrophique antinomie intellectuelle qui ne nous laisse le choix qu'entre, d'une part, penser les nations sur le mode substantiel avec toutes les dérives identitaires, xénophobes auxquelles ça donne lieu usuellement, et en effet, c'en est le terme, ça, je veux dire, ou bien, alors si on a, puisqu'on a trop peur de ça et qu'on est démuni d'autres instruments pour penser la nation, eh bien, abandonner de la pensée et faire comme si la chose n'existait pas, en se projetant fantasmatiquement dans une espèce de dépassement du national, dans un monde post-national, plutôt qu'internationaliste d'ailleurs, auquel d'ailleurs on n'a jamais été capable d'indiquer quelle forme politique positive il pourrait prendre. Et donc, tu vois, il y a une oscillation là qui est absolument catastrophique, et dont toutes les confusions qui affligent le débat actuel sur la nation, l'appartenance, l'identité, sont une démonstration alors parfaitement accablante. Et l'idée de corps, c'est précisément ça. Le concept de corps me permet de penser que l'humanité existe à l'état fragmenté, en ensemble fini distinct, et sans que ceci ne me détermine à me rendre à l'idée substantielle de la nation, pour le dire rapidement. Alors oui, donc les corps politiques, ça existe. On en fait l'expérience avec le sentiment d'appartenance, par exemple. Tu développes plusieurs pages sur le sentiment d'appartenance. Au fond, nous avons des appartenances nationales qui sont indiscutables, même quand on est dans des revendications de désaffiliation. Je n'appartiens pas, je n'en suis pas. En réalité, on est constitué, travaillé par la matrice d'appartenance dans laquelle on est. Alors moi, je voudrais te soumettre quelques cas limites qui me venaient en te lisant. Ok, donc on est constitué par son appartenance nationale, quoi qu'on en dise. Tu dis, ce sont la famille et l'école qui transmettent les manières communes, transmission la plupart du temps inconsciente, puisque parents et professeurs parlent et agissent depuis la spontanéité de leur habitude, dans laquelle eux-mêmes ont été installés selon des mécanismes identiques à ceux qu'ils sont en train de reproduire. Plus loin, de sorte que notre pensée est toujours à quelques degrés une pensée d'État, mais le plus souvent inconsciente et irréfléchie comme telle. Certes, oui, mais il y a, par exemple, la communauté assez nombreuse des enfants d'immigrés qui sont dans une problématique de l'appartenance ou une appartenance problématique qui fait qu'ils sont travaillés par deux langues, deux cultures, celle qu'on parle à la maison, celle qu'on parle à l'école. Et pour cela, l'idée qu'ils pensent l'État, par exemple, quand ils pensent, c'est de l'État qui pense en eux, eh ben, comment tu dis ça, voilà, toute pensée, notre pensée est toujours à quelques degrés une pensée d'État. Eh ben, moi, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des parties, des fragments de notre corps politique dans lesquels justement le sentiment d'appartenance échoue à se faire? C'est précisément un des cas limites qui fait d'ailleurs que les nationalistes s'emparent de ce cas-là en disant mais bien sûr ils ne s'en réclament pas, ils n'en sont pas, et d'ailleurs excluons-les. Les nationalistes se servent des déficits du sentiment d'appartenance chez certains membres de la communauté, notamment les enfants issus de l'immigration. Non, mais là, ce que ta remarque me permet de faire une précision qui est extrêmement importante pour déjouer, si c'est possible, toute une série de malentendus dont je vois bien qu'ils ne manqueront pas d'affliger la lecture de ce texte. Mais j'essaye d'y insister à de nombreuses reprises dans le livre. C'est que si les groupes humains qui font consistance sous le principe de l'imperium, réalisent en quelque sorte un fait de totalisation. Ce sont des faits de totalisation non totalitaires. C'est très important. Je veux dire par là que l'appartenance déterminée par l'imperium n'est pas un fait qui écrabouille la totalité de l'existence de tous les individus dans le corps politique.
Si bien qu'en effet, les appartenances peuvent être partielles, tournées, démultipliées, tout simplement parce qu'on peut appartenir simultanément à plusieurs ensembles finis distincts qui se superposent, dont le principe n'est pas le même. Ou se contredisent, absolument, justement. Absolument, ou se contredisent. Et ça, c'est un vrai problème. Mais tout à fait. La contradiction des appartenances entre elles. Mais oui, bien sûr. Et évidemment que c'est un problème. Il y a des cas où la multiplicité des appartenances se fait harmonieusement. Il y a des cas où elle se fait de manière conflictuelle. Très bien. Tous ces cas sont possibles. Il n'est pas question de nier cette diversité-là. La seule chose que je demande, c'est qu'on ne réduise pas cette idée de l'impérium à un fait unanimitaire et totalitaire qui écraserait sans reste tous les individus. C'est Alexandre Matron, qui est immense relecteur de la philosophie de Spinoza, qui insiste là-dessus d'une manière tout à fait éclairante et qui dit, d'une part, parce que je reviens un peu en arrière sur notre discussion, sur la discussion qu'on a eue à l'instant, sur qu'est-ce que c'est que faire corps, etc. Faire corps, un corps fait consistance lorsque ces parties se composent sous un certain rapport, dit Spinoza. Mais le certain rapport qui tient les parties au tout auquel elles appartiennent n'épuise pas la vie de ces parties. Si bien qu'une partie peut avoir avec d'autres parties du même corps des rapports qui n'ont rien à voir avec le rapport qui les fait co-appartenir au corps, pour dire la chose beaucoup plus simplement, avec un concitoyen, c'est-à-dire avec une autre partie appartenant au même corps politique, je peux avoir des rapports d'une toute autre nature. Ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être un membre de ma famille, et ces choses-là ne sont pas déterminées par l'État ou par l'appartenance à l'État. Et parfois, c'est mon patron et je lui arrache la chemise. Exactement. Et là, l'appartenance nationale joue peu, le sentiment d'appartenance joue peu par rapport au sentiment de division dans la lutte des classes. Et disons-le clairement, par rapport à l'appartenance de classe. Car en effet, il n'y a nulle unicité du critère sous lequel se découpent les ensembles finis distincts. Il y a pluralité, et cette pluralité se superpose à sa part de conflit, etc., etc. On peut appartenir sous un certain rapport à des corps politiques qui sont de différentes natures. Tu peux être française et catholique. Donc, tu peux appartenir au corps national français, mais par ailleurs avoir une autre appartenance, qui est l'appartenance à un autre corps politique, dont les frontières ne recoupent pas du tout celles des États-nations, qui est le corps politique catholique ou musulman ou juif ou ce que tu veux. Voilà. Bon, et il y a des cas, en effet, où ces différentes rationesses déterminant des appartenances multiples à différents corps politiques, se superposant plus ou moins, peuvent entrer en conflit. Oui, la chose est bien certaine. C'est une conception assez souple finalement. À la fois on fait corps, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas se défaire, et en même temps ce lien est extrêmement souple, on a des appartenances multiples, et c'est une définition assez large de l'appartenance, pour en revenir au non-dit de tout ça, enfin sur la nation, l'appartenance nationale par exemple. Tu considères qu'on peut considérer comme critère d'appartenance à la nation la participation contributive. Hein. Oui. La participation contributive à l'effort collectif de la persévérance du groupe dans l'être, là on retrouve la langue spinoziste, hein, la persévérance du groupe dans l'être, serait le critère pour l'appartenance nationale. La contribution qui fait de principe l'appartenance va bien au-delà de la production matérielle, elle est la contribution généralisée qui suit de l'inclusion même dans une localité de vie, participation à des groupes associatifs, culturels ou simplement amicaux et familiaux, participation aux conversations ordinaires, tissage local de ce qui fait l'étoffe globale du corps politique. Donc, en gros, quiconque participe, ne serait-ce que par ces conversations au corps collectif national, est de plein droit membre de la communauté nationale. Naturalisation de tous les résidents. Absolument. C'est ça la définition de l'appartenance nationale. Admission dans la pleine citoyenneté. Ah, pourquoi tu fais ce distinguo par rapport à naturalisation? Non, je ne le fais pas. Pour moi, à partir du moment où on définit l'appartenance nationale par l'adhésion de fait à un certain nombre de principes politiques, les deux catégories se rejoignent. Mais attends, si tu me permets, je voudrais revenir un instant en amont, parce que tu as dit quelque chose qui est important, au sujet duquel je voudrais apporter une précision. Tu as dit, on appartient au corps politique, c'est une appartenance d'une autre nature que les associations, etc. Et le corps politique
politiques, ça ne se défait pas. Oui. Eh bien si, les corps politiques, ça se défait. Ah oui, ça se défait, mais j'ai dit on ne peut pas se défixer. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord, voilà. Mais quand même, voilà, mais c'est intéressant parce que, si tu veux, ça prolonge la discussion sur la multiplicité des appartenances. Et oui, les corps politiques, rien n'est éternel dans l'histoire. Spinoza dit dans le traité théologico-politique, l'histoire ne crée pas de nation. Ça c'est bien. Pardon, la nature ne crée pas de nation. Il dit la nature ne crée pas de nation. Ce qui est vraiment là, une disqualification absolument rédhibitoire de toutes les théories substantialistes ou ethnicisantes, naturalistes de la nation. C'est l'histoire qui produit des corps politiques et c'est l'histoire qui tranche à propos de leur viabilité. Or, il y a des corps politiques qui ont notoirement perdu de leur viabilité. Le Saint-Empire romain germanique a perdu de sa viabilité. L'Empire austro-hongrois a perdu de sa viabilité comme totalité politique intégrée. C'est un empire, donc c'est une intégration plus lâche que celle d'un État centralisé, mais enfin quand même, ça revendiquait une consistance et une persévérance dans l'existence. Je veux dire, ce truc est arrivé à son terme. C'est pas parce que les choses s'efforcent de persévérer dans l'existence qu'elles y parviennent jusqu'au bout. Tu sais bien, nous sommes mortels. Et il y a aussi des regroupements qui se réclament de faire un corps politique et qui n'en sont pas. Par exemple, l'Union européenne, qui prétend se hisser au statut de corps politique, échoue complètement à se réaliser comme corps, si je comprends ta pensée. C'est exactement ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand un corps politique se décompose? C'est tout simplement que la multitude était fractionnée et elle était plus qu'on ne l'imaginait. Et que les divergences passionnelles entre les différents blocs de la multitude fractionnée ont été telles que la viabilité de l'ensemble a été perdue. C'est-à-dire, en réalité, tout ça est d'une très grande simplicité. C'est toujours des questions de balance d'affects collectifs. Lorsque les affects, c'est des tautologies, si tu veux. Le critère essentiel chez Spinoza, qui est le critère de la viabilité, c'est l'autre nom qu'on peut donner à la persévérance dans l'être. Ce critère de la viabilité, en matière de politique, il n'est pas autre chose que celui des affects politiques centripètes, l'emportant ou non sur les affects centrifuges. Est-ce que ça tient ou est-ce que ça... C'est exactement ça. Est-ce que ça tient ou pas? Ouais. Et le tenir ou pas est toujours une question de balance passionnelle collective. Voilà. Bon, alors, par exemple, on a des cas, c'est là que c'est vraiment très intéressant, parce que nous avons sous le nez en ce moment même des cas extrêmement concrets et extrêmement frappants. Quoi qu'on en pense par ailleurs, j'insiste 2 fois plutôt qu'une sur cette clause, l'État syrien est en cours de décomposition du fait d'une fragmentation et de divergences passionnelles qui ont passé depuis très longtemps leur point critique. Ouais. Et donc, voilà, la viabilité des corps collectifs n'est jamais définitivement garantie. Elle est toujours à conquérir et je dirais même, elle est toujours à reproduire. Elle doit être produite et reproduite à chaque instant. Et si elle cesse de l'être, par définition, tautologiquement, la chose explose. Moi, c'est d'autre chose que je parlais. Je parlais de se défixer, c'est-à-dire que l'appartenance nationale, l'appartenance au groupe politique, au corps politique auquel on appartient ne se défait pas. Il y a une fixation là, même si j'entends bien que c'est pas une totalité totalitaire. Il ne s'agit pas que c'est pas un mode contraignant, mais c'est une manière de nous souvenir que nous sommes quand même traversés, travaillés par notre appartenance et que ça ne se défait pas, ça. Et c'est étonnant de te lire nous refixant alors que dans Capitalisme, désir et servitude, il y avait tout un travail de la défixation. Tu nous invitais à nous voir comme abusivement fixés dans le collectif passionnel qu'est l'entreprise. Nous sommes abusivement fixés par l'entreprise capitaliste qui attrape notre désir, qui l'oriente comme ça vers son objectif à elle, le profit. Donc il y avait une fixation abusive dans le collectif de travail, alors que là, ton texte nous montre que là où nous croyons n'être pas fixés, en réalité, nous le sommes et il ne faudrait pas trop désaimer cette fixation, pas la désaimer, c'est pas un problème affectif, mais il faut au moins être conscient que nous le sommes et que ça n'est peut-être pas si mal. Je te cite, le culte de la franchise, attention franchise dans un sens particulier, qui est précisé aussitôt, le culte de l'appartenir à rien et du refus de la fixation rend totalement aporétique le principe de l'engagement qui suppose précisément d'accepter d'être fixé. L'engagement dans une relation a en effet ceci de contradictoire qu'il impose un certain degré d'irréversibilité à un individu qui conçoit pourtant sa souveraineté de sujet comme réversibilité permanente et comme constante disposition de toutes les options, y compris donc celle du désengagement. Alors là, on sent, parce que c'est un passage qui est relatif à la notion d'appartenance, qu'il y a ici une fixation qu'il ne faudrait pas trop vouloir
défaire ou nier? Plus nier que défaire, car en réalité, là encore, c'est une question entièrement positive. Nous sommes pris par cette fixation, que nous le voulions ou non. Et alors, c'est une bonne idée de rapprocher ce thème de la fixation ou de la défixation dans les manières respectives dont il travaille dans ce texte-là et dans Capitalisme, désir et servitude. En réalité, dans Capitalisme, désir et servitude, ça n'était pas tant la critique de la fixation en général que la critique de la fixation dans un certain nombre d'investissements désirants particuliers, ceux que nous héritions en réalité des injonctions de ce que j'appelais le désir-maître, qui est le désir-maître du capital, et dont le commandement était triple. Le capital nous dit, en nous parlant de manière doucereuse à l'oreille, voilà ce qu'il faut faire, la division du travail, voilà ce qu'il faut aimer faire, il ne faut surtout rien aimer faire d'autre. Voilà, c'est ça. Alors c'est cette fixation-là qui était critiquée. Ouais. Bon, alors, maintenant, quant aux fixations qui nous sont imposées par nos appartenances à des corps collectifs, la question n'est pas tant de savoir s'il faut les aimer ou les détester. En tout état, en préalable, la question c'est de prendre conscience de la nécessité de ces fixations qui nous étreint, que nous le voulions ou non. Le plongement dans un corps collectif a pour conséquence que notre être est saisi par ce corps même, que nous sommes socialisés à l'intérieur de ce corps, qu'il en résulte des plis auxquels nous ne pourrons pas échapper, que nous pourrons retravailler, hein, attention, hein, je veux dire, on peut naître français ou moldovalaque et puis voyager, s'ouvrir à d'autres choses, contracter de nouveaux plis qui viennent pour les uns enrichir, compléter, contredire les plis de la socialisation primaire. Toutes ces choses sont entièrement possibles. Mais dans cette histoire, ce que je voulais, d'un certain point de vue, c'était, comme dirait l'autre, tordre le bâton dans l'autre sens. C'est-à-dire prendre le contre-pied de ce discours qui est très en vogue dans certaines fractions de la gauche critique, quoique, me semble-t-il, il procède de la présence en nous. Et dans le nous, il y a ceux qui se croient les plus engagés contre le libéralisme. Il procède de la présence en nous, non su, d'une implicite métaphysique néolibérale qui nous conduit à nous représenter nous-mêmes comme des individus entièrement libres, souverains, autonomes, détachés, affranchis de tout, et qui sont les entiers constructeurs d'eux-mêmes et qui nourront des liens en fonction de ce que bon leur semble, de ce que leur dicte leur propre et leur exclusif intérêt, désir, etc., etc. Et la réponse est non. Nous sommes liés par d'autres voies que celle-ci. Ça ne contredit pas, hein. C'est juste que, bien sûr, il y a tous les liens que nous lions dans un mouvement authentiquement associatif, etc. Mais ces liens-là sont surplombés par d'autres dont nous n'avons pas la claire conscience et qui nous viennent du collectif même et qui sont l'expression pure et simple de cette chose que j'appelle imperium. Je voudrais encore passer un petit moment sur la notion d'appartenance, ces partis qui forment le corps politique. Tu évoques un moment, tu sais, la légende du bateau de Thésée, hein, qu'on a défait. Le bateau de Thésée, on a changé, la légende raconte qu'on a changé les planches les unes après les autres, mais parce qu'elles se dégradaient, elles s'usaient, mais à l'arrivée, c'est quand même toujours le bateau de Thésée, même une fois, dans l'hypothèse où on aurait changé toutes les planches, c'est quand même toujours le bateau de Thésée, parce que ce qui compte, c'est le certain rapport sous lesquels ces planches sont composées. Donc il y a une espèce comme ça pas de plasticité, hein, mais de devenir renouvellement permanent de ce qui constitue le corps politique. Mais justement, il y a la question de la plasticité et de ses limites. À certains moments, tu parles de la limite de plasticité, c'est-à-dire jusqu'où ça peut intégrer du différentiel, jusqu'où ça peut incorporer de l'autre et tout. Bon, tu as des formules générales pour le dire. Alors, par exemple, comme tout corps, le corps politique est une forme figurable, toujours déjà figuré et toujours susceptible d'être refiguré selon ses affections et dans la limite de plasticité de son rapport essence.
Alors, ok, donc à la fois on peut changer toutes les pièces, ça restera quand même le bateau de Thésée ou la nation je sais pas quoi, mais en même temps, attention, il y a une limite de plasticité, il y a quelque chose qu'il ne faut pas changer, mais alors c'est quoi le critère? Justement, tu vois, intégrer de la différence, jusqu'où on va dans l'intégration de la différence, il y a des questions très concrètes qui sont posées notamment par certains nationalistes. Je vais être très concrète et presque obscène, mais il y a des gens qui vont te dire intégrer le port du voile. La communauté musulmane, avec le port du voile des femmes, vient créer une différence qui n'est pas compatible avec la manière dont notre composition, alors ils ne disent pas ça comme ça, mais notre certain rapport, notre composition ne tolère pas ce seuil-là. Et toi-même, tu reconnais qu'il y a un seuil au-delà duquel le corps politique se rompt comme corps. Comment tu fixes le critère de la plasticité? Ça va jusqu'où? Je ne sais pas. On ne peut pas le définir en toute généralité. Là encore, c'est à l'épreuve des faits et à cette épreuve-là seulement. Ah mais tu vois, on n'arrive pas sur les faits, on n'y arrive pas sur la question du voile, on s'étripe, on se déchire justement sur la question de est-ce que le corps politique français continue de pouvoir s'accorder toujours sur le rapport qu'il a décidé avec lui-même si on intègre le voile, c'est-à-dire ce rapport, cette présence du religieux dans l'espace public, cette condition des femmes, etc. Voilà. Moi, ma question, c'est donc si on accepte le port du voile en toutes circonstances, y compris à l'école ou dans la fonction publique, est-ce que, enfin moi je ne sais pas si j'ai envie de me prononcer là-dessus, mais je sais que des gens se servent de cette analyse-là de attention, on ne peut pas aller jusqu'à, on peut pas intégrer toutes les différences, sinon c'est l'identité française qui est en danger. Or toi tu veux pas de la notion d'identité française, et pourtant tu dis qu'il y a une limite. Mais n'entrons pas dans le conflit des partis, n'entrons pas dans leur polémique. Il faut voir la chose avec un pas de recul. C'est-à-dire, effectivement, la multitude est fractionnée, elle débat de manière polémique, parfois violente, sur... c'est un débat réflexif sur ce qu'il a fait être comme multitude, etc. Et ça, alors là, pour le coup, ça, c'est une illustration typique de ce que j'appelle l'auto-affection de la multitude. Auto-affection contradictoire, démultipliée, conflictuelle, etc., etc. Ah, quelle sera l'issue de ce travail d'auto-affection? Mais nul ne peut le dire, et certainement pas moi. Et encore une fois, on ne juge de la viabilité qu'à l'épreuve de la tautologie. Si ça tient, c'est que ça tient. Non mais c'est vrai, je suis désolé. On ne le sait qu'après coup. Quoi, et on ne le sait, exactement. Et on ne le sait qu'après coup. Car après tout, on voit très bien que le conflit, ce conflit-là peut évoluer dans deux directions très différentes. La première qui est un raidissement qui, alors là, j'utilise, alors si on file la métaphore en termes de résistance des matériaux, tu vois, un raidissement qui peut conduire à un défaut de plasticité de l'ensemble et donc à atteindre un point de rupture, ou bien au contraire, un travail réflexif de la multitude sur elle-même qui va la conduire à refaire ses normes, refaire ses visions de la coexistence morale contradictoire, etc. Est-ce que c'est pas ça la puissance d'un corps politique? C'est sa capacité, ce serait cette capacité justement à devenir et à intégrer la différence? La puissance d'un corps politique, ce serait quoi? La puissance d'un corps politique, là aussi, je ne vais pas pouvoir te répondre de manière très satisfaisante, parce que là, tu me demandes de la décliner d'une manière qui est déjà très concrète. En réalité, la puissance, mais oui, je sais bien, mais la puissance du corps politique, et comme du corps individuel, pour le coup, c'est sa capacité à cheminer vers un plus de raison. Voilà. Ah, c'est ça. D'accord. C'est ça la puissance. Ah oui, parce que dans le texte, c'était pas clair. Tu dis un corps politique peut quand il est en monarchie absolue, il peut un peu plus quand il est en régime parlementaire, il peut beaucoup plus s'il tend vers l'autogouvernement et tout. Mais tu dis, mais comment ça, il peut beaucoup? L'Égypte ancienne a produit des pyramides, ce qui nous semble beaucoup de puissance dans un régime d'esclavage totalement atroce. Oui, mais absolument. Donc c'est un corps politique qui avait l'air de pouvoir beaucoup, alors que c'est pas du tout la c'est ça. Donc, donc tu vois, il faut se méfier et dans l'application et se garder des applications trop peu précautionneuses de ces critères de la puissance appliquée au corps politique. Et je me rends compte que, en effet, ça prête le flanc à des mésusages, des récupérations qui pourraient être gratinées. Donc c'est ça, l'empuissantisation, c'est cheminer vers un plus de raison. Plus de raison, d'accord. Et pas plus de réjouissance, parce que tu reprends chez Spinoza ce délicieux distinguo entre le titiatio et le hilariltas. Alors, hilaritaio, c'est donc le
chatouillement d'une seule partie Oui. du corps, alors que hilaritas, c'est l'allégresse généralisée. C'est la réjouissance du corps dans toutes ses parties. Voilà. Et donc, vous transposez ça à la question du corps politique. Est-ce qu'il n'y a qu'une partie de la nation ou du corps politique qui est réjouie, ou la totalité? Et donc, on imagine que le modèle vers lequel il faut tendre, ce serait la totalité, ce serait la joie pour tout le monde, quoi. Oui. Tout le monde rigole. Oui, c'est ça. En gros. Et donc là, tout à l'heure, tu me dis, la puissance d'un corps politique, c'est son cheminement vers la raison. Et alors, il y a un rapport avec son cheminement vers une joie généralisée, ou bien c'est deux voies distinctes? Traçons très sommairement le diagramme d'une gradation de la puissance. Le plus bas degré, c'est les passions tristes. Au-dessus des passions tristes, il y a les passions joyeuses. On est réjoui, c'est une augmentation de la puissance d'agir du corps et corrélativement de la puissance de pensée de l'esprit. Bon, mais les joies passives ne sont pas encore le sommet de la puissance. Le drogué qui prend sa dose est réjoui. Bon. En même temps, on ne peut pas considérer qu'il est engagé dans un régime d'action qui soit le plus haut degré de la puissance. Bon, au-dessus des joies passives, il y a ce que Spinoza appelle les joies actives. Et celles-là sont le propre de la raison, et de la raison seule. Voilà. Bon, donc c'est toujours mieux d'être réjoui que d'être triste. Mais c'est encore mieux si depuis ces joies passives, on s'efforce de cheminer vers quelque chose qui les domine, tout simplement parce que, par définition des joies passives, ce sont des joies qui sont abandonnées au hasard des rencontres extérieures. Ah, il m'arrive ceci qui me réjouit. Oui, ah bon, mais si la chose qui m'a réjoui disparaît, alors je suis triste. Ce n'est pas une affaire. Ça, c'est l'instabilité passionnelle par excellence. Or, ce que vise Spinoza avec son éthique, c'est un régime définitivement stabilisé de la joie, c'est-à-dire qu'il soit soustrait aux fluctuations de l'environnement externe auquel nous ne pouvons rien, mais qui nous affecte et qui nous ballotte et comme fétu de paille dans le vent. Voilà. Ouais. Alors là, on est en train de cheminer vers le mieux. Que peut-on espérer? Que faut-il désirer? À l'horizon de ton texte, il y a l'horizontalité. L'horizontalité à comprendre comme... L'horizontalité, ce serait une manière pour la multitude d'être souveraine entièrement. Enfin, c'est une manière de représenter quelque chose qui ressemblerait à de l'égalité dans la capacité à arbitrer de son destin. Donc, on peut viser l'horizontalité, mais le viser seulement parce que c'est comme l'horizon, on peut marcher vers, mais on l'atteint jamais. Ça ne tient que comme idée régulatrice, l'horizontalité. Il y a quelque chose d'absolument impossible, selon toi, dans l'exercice de l'horizontalité. La réalisation parfaite de l'horizontalité, pour toi, ça n'existe pas. Tu peux argumenter pour que nos abonnés entrent dans cette idée. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est-à-dire que le fait de l'impérium, la verticalité, l'excédence qui est systématiquement produite par la multitude exerçant réflexivement sa propre puissance, ces choses-là sont des choses nécessaires. C'est-à-dire, il y a du vertical. Il y a toujours du vertical qui se recrée parce qu'il est nécessairement produit par la réunion des hommes. Alors oui, mais ce que tu appelles du vertical, si j'ai bien compris, c'est le phénomène des institutions. Hein. Les groupes, les corps qui tiennent produisent de l'institution. Non, le fait institutionnel est second dans cette histoire. Il est second parce qu'il est corrélatif seulement de l'établissement d'une certaine circulation de la puissance de la multitude, d'une circulation ascendante-descendante. Ce qui est premier, alors évidemment, pour faire comprendre ces choses, qu'on ne peut pas saisir quand on regarde le monde social, empirique, tel qu'il est, tel que nous l'habitons, etc. Il faut en passer par une expérience de pensée qui est l'équivalent dans son genre de ce qu'était l'expérience de pensée du contrat social, sauf que là, ce n'est pas des gens dans la forêt des Carnutes, etc. Non, c'est une espèce d'état originel totalement fictif dans lequel il n'y aurait que des individus dans une espèce d'atomistique sociale qui ne seraient liés par rien, situation évidemment fictive puisque ceci n'existe pas. Les individus sont toujours déjà socialisés, ils sont toujours déjà liés, ils sont toujours déjà dans la société. Chercher le moment où la société a commencé est un non-sens, enfin, c'est une aberration et une impasse intellectuelle, etc. Donc, mais c'est une expérience de pensée qui, pour fictive qu'elle soit, pour strictement impossible à être mise en rapport avec quelques réalités empiriques, nous dit quand même quelque chose, nous fait sentir quelque chose. Et par l'effet d'un argument a fortiori d'ailleurs. Supposons qu'il ait existé un état du monde dans lequel ne coexistait sur le mode atomistique qu'une poussière d'individus liés par rien. Le seul fait qu'ils interagissent affectivement
et en particulier sous l'effet de ce mécanisme fondamental qu'est le mimétisme des affects, va avoir pour effet de produire par composition des affects individuels un affect commun qui va s'élever au-dessus d'eux, retomber sur eux, les affecter tous identiquement, c'est le propre de l'affect commun, et c'est comme ça que s'engendre la verticalité du social. Donc, et c'est parce que cette verticalité s'engendre, parce que de la puissance de la multitude Pourquoi tu appelles ça émane... verticalité? Excuse-moi, je t'interromps. Pourquoi ce mouvement-là, qui est un mouvement de contagion, pourquoi tu l'appelles verticalité alors qu'il est de l'ordre de la propagation horizontale? Non, justement, c'est ce que, par exemple, dans les sciences physiques, on appelle des propriétés émergentes. C'est en effet, il y a un substrat, c'est ça tout le cœur du concept d'imperium. Il y a un substrat qui est horizontal, mais de ce substrat va émerger endogènement une émergence, une élévation, c'est-à-dire quelque chose qui, issu des parties, est plus que la somme des parties. Et l'emporte sur toutes les parties, et s'impose à toutes les parties. Et c'est cette imposition à toutes les parties de ce que les parties ont néanmoins engendré elles-mêmes qu'on peut bien appeler une verticalité. Ça leur retombe dessus à toutes. Oui, moi je suis embarrassée par la figure de la verticalité parce qu'à cet endroit-là, tu fais intervenir la possibilité de la capture. Une fois que ça s'est verticalisé, il y a un captateur qui peut venir. L'État, l'homme de pouvoir vient attraper cette verticalité qui s'est organisée. C'est trop commode, toute la puissance de la multitude. Voilà. Donc le principe de l'État, c'est la capture de cette puissance. Moi, ça m'embête qu'on se donne cette représentation verticale parce qu'il me semble que la multitude peut se donner à elle-même des institutions qui organisent de l'horizontalité. C'est en tout cas ce que politiquement on peut désirer, ce qu'on peut vouloir. Ce sont des institutions qui sont constamment redistributives, qui ne permettent pas la verticalité. Je pense par exemple, sur le plan vraiment strictement du fonctionnement politique, à la révocabilité des élus, les mandats courts, la rotation des charges, le référendum d'initiative citoyenne, référendum révocatoire, le tirage au sort. Ça, c'est des institutions, c'est des règles qu'une multitude peut se donner, qu'un corps politique peut se donner, qui empêchent que quelque chose se verticalise, puisque ça consiste constamment à interdire que la capture soit possible. Hein. Si tu mets en place ces règles-là, c'est des règles de redistribution à l'horizontale constamment, tu vois. Et du coup, j'ai le sentiment qu'il y a un imperium qui peut ne pas se laisser attraper par la verticalité et la capture, ce que tu contestes absolument. Mais justement, je veux sortir de cette antinomie-là. Une institution est un fait de verticalité. Même une institution qui redistribue le pouvoir est un fait de verticalité. C'est un fait de verticalité régulée, de verticalité modérée, mais c'est un fait de verticalité. Le fait qu'il y ait une institution, c'est-à-dire qu'il y ait une autorité sociale. Oui, c'est ce qui fait autorité. Voilà, l'institution, c'est ce qui fait autorité. Mais le faire autorité, socialement conçu, est précisément un fait de verticalité. C'est quelque chose qui s'impose à tous les sujets de l'institution. Oui, mais là, tu es d'accord que c'est une verticalité qui n'est pas sujette à la capture. Ça change tout. Mais si, mais bien sûr que si. Elle est sujette à la capture, mais elle régule la capture. Elle régule et elle essaye d'amoindrir la capture dont elle est elle-même l'effet. C'est pour ça que pour moi, l'émancipation ou l'horizontalité est un point asymptotique et un point asymptotique seulement. Asymptotique, ça veut dire qu'on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre complètement, mais on peut cheminer vers. Moi, parce que j'essaye de me défaire de toute une série d'antinomies que je trouve intellectuellement ruineuses, et en particulier de celles qui consisteraient à dire, puisque nous sommes dans le monde de la verticalité, tout est foutu, tout est perdu, abandonnons tout, et voilà, nous serons sujets à l'asservissement de l'imperium sous sa forme étatique, institutionnelle, etc. Mais non. Entre le fait de ne jamais pouvoir atteindre le terme de la trajectoire et le fait de demeurer dans les toutes premières étapes, il y a tous les intermédiaires qui sont bons à parcourir. Le seul fait qu'il y ait institution est une manifestation de verticalité en soi, puisque une institution, par définition, alors là aussi je pourrais le dire à la manière spinozienne, c'est de l'affect commun cristallisé. Donc c'est bien quelque chose que tout le monde reconnaît. Bon, oui, d'accord. Alors nous pouvons accroître le contenu de réflexivité, le contenu de maîtrise consciente que nous investissons dans les institutions. Mais leur degré de capturabilité, si je puis dire. Absolument. Nous pouvons le faire décroître,
Mais du fait même que nous vivons dans un environnement institutionnel, par là même, nous attestons que nous demeurons dans un environnement qui est encore verticalisé. Alors moi, j'essaye de donner de ça une illustration par un cas a fortiori, qui est les sociétés dites sans État. Oui. Alors Pierre Clastres, anthropologue, auteur du célèbre La société contre l'État, etc., est une figure de proue de l'anthropologie anarchiste. L'anthropologie nous prouve qu'il y a eu des sociétés sans État. Je dis que ces sociétés sans État, qui sont étudiées par Clastres, qui sont indiscutablement des sociétés sans appareil de coercition séparé, sans appareil de commandement séparé, ces sociétés n'en sont pas pour autant des sociétés horizontalisées. Ce sont des sociétés qui demeurent verticalisées. Et du simple fait qu'elles tiennent ensemble comme société. Parce que si elles tiennent ensemble comme société, ça veut dire qu'il y a un principe commun qui s'impose à tous les individus qui en font partie. Et ce principe commun est du vertical. Oui. Tu cites aussi le travail de Graeber. Tu cites David Graeber qui croit trouver dans une société où tout le pouvoir est concentré dans des poupées fétiches, enfin des fétiches, qu'il croit que c'est une société sans État. Et tu lui montres que le fétiche est précisément la société concentrée et matérialisée. Voilà. Je voudrais revenir sur l'expression de faire autorité, qui est une autre manière de rentrer dans le concept d'imperium. Effectivement, l'imperium, c'est le faire autorité, ce à quoi tout le monde se consent sans s'interroger trop. Je te cite, l'autorité politique de l'État, mais aussi l'autorité des valeurs morales, l'autorité du signe monétaire, l'autorité véridictionnelle du locuteur ou du prescripteur reconnu, cette autorité même que Bourdieu nomme le capital symbolique. Toutes ces autorités ont pour fond commun la puissance de la multitude. Toutes sont des déclinaisons de l'auto-affection de la multitude qui s'auto-affecte à croire en la légitimité de l'État, en la sainteté des commandements moraux, en la valeur du signe monétaire, en la parole des consacrés et finalement en le devoir de se plier à toutes les réquisitions des institutions. Alors, j'entends bien. Et du coup, je m'interroge, est-ce qu'en ce moment, on ne serait pas en train de traverser quelque chose comme un affaissement du faire autorité, de l'imperium? Tu vois, le fait que tu prends l'exemple de l'autorité monétaire, en ce moment, il y a plein de questions, il y a des monnaies parallèles qui se développent, les élites sont délégitimées comme jamais, les médias font l'objet d'une défiance terrible. C'est-à-dire que tout le faire autorité, justement, de notre corps politique, il est en ce moment, on dirait, en voie de délitement. Alors, est-ce qu'il ne se passe pas un truc avec l'imperium français en ce moment? Ce qui se passe pourrait être rassemblé sous le terme « les métamorphoses de l'autorité ». C'est ce qui n'est pas la même chose. Ça n'est pas. Alors évidemment, la métamorphose a d'abord pour origine un délitement ou un effondrement des formes institutionnelles établies de l'autorité. Mais c'est tout. Ça ne veut pas dire que le fait de l'autorité sociale va s'évaporer et qu'on serait dans un monde débarrassé de toute autorité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Les normes sociales sont des faits d'autorité, les normes morales sont des faits d'autorité, le fait monétaire est un fait d'autorité, etc. Oui, mais etc. plus ou moins forte. Quand on se met à développer des monnaies parallèles, c'est bien que l'autorité monétaire est moins forte, moins reconnue. Tu vois bien, on en revient exactement à notre discussion de tout à l'heure. Le fait de totalisation n'est pas totalitaire. Il tolère toujours de la variance et de la sédition interne, et il est toujours à même de connaître des épisodes de décomposition-recomposition. En réalité, il n'y a aucune forme institutionnelle qui puisse revendiquer l'unanimité. Aucune. Même la langue a ses séditieux, ses aphasiques, ses patoisants, ses mutiques, etc. Ses poètes? Ses poètes, tout à fait. La monnaie connaît ses séditions en permanence. Alors, c'est des séditions à bas bruit. Il y a un système d'échange local par-ci, un petit club d'une monnaie alternative par-là, etc., etc. Évidemment, tu vois bien qu'aucune de ces petites séditions monétaires locales ne peut remplacer ou ne peut renverser l'ordre monétaire établi en l'état actuel des choses. Pour l'heure, mais un jour ou l'autre, il peut advenir que l'une de ces séditions-là se mette à faire autorité. On connaît ça très bien, ça s'appelle les crises monétaires, et ce sont des épisodes de dislocation sociale d'une extrême intensité et d'une extrême gravité, parce que la vie matérielle collective en est désorganisée au tout dernier degré. Alors là, si tu veux, c'est André Orléans qu'il faudrait interroger là-dessus, qui est le grand penseur du fait monétaire, des crises monétaires, et qui te raconterait des choses sur l'hyperinflation allemande de 1923, qui est le cas type de la décomposition monétaire. Mais on en a connu bien d'autres. Après tout, va savoir, l'euro connaîtra peut-être sa décomposition à lui, un de ces quatre. Et tu y auras peut-être contribué à ta manière. On ne peut pas l'exclure complètement. Mais
Et c'est là qu'il y a aussi une démonstration de l'impérium réalisée sous la forme de l'autorité monétaire. La fragmentation monétaire, en général, ne perdure pas, car tous les agents sont à la recherche frénétique du nouvel objet qui sera élu comme le nouvel équivalent général. Tu comprends, la fragmentation monétaire, c'est embêtant parce qu'on ne sait pas ce que ça vaut dans une unité monétaire ou dans l'autre. Il y a des taux de change qui vont fluctuer, etc. Donc il y a une préférence pour la stabilité et pour l'unicité du représentant de l'autorité monétaire. Et les agents tâtonnent, chacun essayant de pousser sa petite affaire à lui. Hein. Ah bah c'est moi qui ai l'équivalent général. Ah bah ça tombe bien, je l'imprime dans ma cave. Alors bon voilà, bon. Donc il y a des, si tu veux, les tâtonnements de la multitude à la recherche du nouvel équivalent général sont des tâtonnements qui sont incroyablement conflictuels et chaotiques jusqu'à ce que s'opère une reconvergence qui peut se réaliser parfois dans des délais absolument foudroyants. C'est ce qu'André appelle les miracles monétaires. Par exemple, en 1923, l'autorité du signe monétaire est rétablie en quelques semaines, ou parfois même du jour au lendemain. En 1948, le Deutschmark, qui est issu de la réforme monétaire, interrompt un mouvement de chaos en une semaine. Alors pour toutes ces notions là, sur André Orléans et la monnaie, je vous renvoie notamment à un livre qu'il a écrit avec Aglietta qui est la monnaie entre violence et confiance, où ces phénomènes-là du mimétisme autour de l'objet préférentiel. Oui, mais alors quitte à citer un titre écrit par Aglietta Orléans, il faudrait citer La monnaie souveraine, parce que là il y avait un truc qui était vraiment très astucieux. Il y avait un mouvement spinoziste, peut-être sans le savoir, hein, même sûrement sans le savoir, qui consistait à sortir le prédicat de la souveraineté du champ politique où on l'applique habituellement pour le faire travailler sur un objet social d'une toute autre nature, qui est la monnaie, permettant de dire que oui, dans la monnaie, il y a un fait de souveraineté. Pas un fait de souveraineté politique au sens usuel du terme, mais un fait de souveraineté au sens social général. Et c'est typiquement ce genre de fait de souveraineté que saisit le concept d'imperium. C'est pour ça que je le dis en passant. Alors, nous revoilà sur l'imperium, encore et toujours. J'ai essayé de mettre en forme quelque chose que je ressentais comme un affaissement de l'imperium, bon, le fait que le faire autorité semble moins prégnant. Et pourtant, à l'opposé, il y a eu le moment Charlie. Je suis Charlie. Est-ce que ça, c'est une sorte de manifestation de l'imperium, être Charlie, se revendiquer Charlie? Oui. Transparente. Enfin, oui. C'est un cas. Alors, c'est un cas somptueux même. Qu'est-ce que ça a été, je suis Charlie, sinon un affect commun d'une intensité absolument extravagante? Et partant d'ailleurs d'une volatilité. Mais tu vois, son intensité me paraît proportionnelle au déficit par ailleurs de l'imperium. C'est-à-dire le fait que les autorités, les instances qui nous font nous sentir converger sont assez faibles, qu'on fait peu corps, et que là, une occasion de faire corps se présente, sur laquelle on se jette. Oui, c'est exact. Comme une compensation d'une certaine pathologie. Je pense que les États unanimitaires sont des attracteurs sociaux d'une très grande puissance. Il faudrait en faire l'analyse symptomale d'ailleurs. Hein. Cette espèce de désir de l'unanimité qui travaille sourdement le corps social est le reflet de la manière dont il vit douloureusement sa conflictualité ordinaire. Et c'est une preuve indirecte, une preuve à contrario de ce que cette conflictualité-là est sa condition fondamentale. Par exemple, qu'est-ce qui émeut à ce point les catholiques qui se réunissent dans une église au moment de l'Eucharistie? C'est que c'est un moment d'unanimité. C'est un moment dans lequel l'affect commun fidéiste, l'affect commun catholique, écrase absolument toutes les différences sociales ordinaires des fidèles qui se réunissent dans l'église. Alors évidemment, ce moment d'unanimité s'évapore sitôt qu'on franchit le seuil et que les gens retournent à leur vie ordinaire. Mais qu'est-ce qui est bouleversant dans l'Eucharistie? C'est ça, c'est éprouver l'unanimité comme intensité de l'affect commun sans réserve. Bon. Et c'est pour ça que, en effet,
La multitude vit toujours sous le régime de l'institutionnalisation, la structuration, l'organisation de ses conflits internes, etc. Mais elle a toujours plus ou moins ce sourd désir de renouer avec une espèce d'unanimité virginale qui permettrait de tout oublier. Et chaque fois que se présente une occasion, elle va l'investir. Alors, ça peut être Lady Di se fout en l'air dans un pilier. Là, c'était un cadre de l'Imperium. Et un cas, si tu veux, c'est une approximation de ce qui par ailleurs existe à l'état exceptionnel dans le monde social, de ce que j'appelle les auto-affections immédiates de la multitude. C'est-à-dire je ne comprends pas pourquoi tu les appelles immédiates. Parce que Lady Di, typiquement, c'est dans les médias partout, c'est médiatisé. Tu as raison. C'est pour ça que je dis une approximation. Ah, ouais, et oui, ben oui, bien sûr. En réalité, l'auto-affection immédiate de la multitude, rigoureusement comprise dans son concept, ça n'existe pas, puisque nous sommes toujours dans des sociétés médiatisées, institutionnellement, médiatisées médiatiquement, médiatisées politiquement, médiatisées symboliquement, tout ce que tu veux. Il y a de la médiation partout et de la médiatisation partout dans les sociétés. Et cet ordre général de la médiatisation, c'est ce qu'on appelle les institutions. Et les institutions ne s'évanouissent pas. Mais il peut y avoir des moments où la plupart du paysage institutionnel s'efface. Alors là, évidemment, il y avait l'institution médiatique qui jouait un rôle qui était Donc on a une illusion de spontanéité, mais en réalité, c'est une mise en scène. Évidemment. Mais si tu veux, je fais référence à ça parce que malgré tout, dans le rassemblement qui s'opère autour de Lady Di, ou le rassemblement qui s'opère le, je ne sais plus combien, juillet 1998, quand la France gagne la Coupe du Monde, tu as un effondrement temporaire de toutes les autres différenciations sociales. Tout à fait illusoire, ça va sans dire, puisque les dites différenciations sociales vont se reconstituer dans la journée qui suit, ou la semaine qui suit, etc. Mais dans le moment même, il y a toute une série de différenciations qui s'évanouissent. Alors ça, c'est un cas d'affect commun surpuissant et qui écrase tous les affects communs des appartenances secondaires, de classe, qui voudraient les écraser. S'agissant de Charlie, précisément, il y a une espèce un devoir être Charlie qui s'est répandu partout, mais il y a plein d'endroits dans la société où le « je suis Charlie » ne prenait absolument pas, et où il y avait des profs dans les écoles qui rencontraient des témoignages d'élèves tout à fait récalcitrants. Mais Judith, c'est pas moi que tu vas raconter ça. Moi, je n'étais pas Charlie et je l'ai dit. Ça m'a pas valu des compliments. Et tu as toujours la face sombre de l'affect commun, qui est, là pour le coup, l'unanimité totalitaire. Moi, je ne suis pas sûr je suis pas sûr d'adhérer à tout le détail de l'analyse d'Emmanuel Todd dans son « Je suis Charlie », mais le point de départ du flash totalitaire, je le partage entièrement. C'est-à-dire, moi, il m'est arrivé, tu vois, je suis passé sur le périphérique en voiture et je suis tombé sur un panneau de 10 mètres par 20 qui faisait tout un immeuble avec « Je suis Charlie ». Et au cinéma, allant au Max Linder où il y a un écran de bonne taille, j'ai eu droit entre la pub et le film à « Je suis Charlie ». Mais ça désert de Corée du Nord, ce truc. Donc effectivement, ça c'est la face sombre de l'affect commun. Et elle existe. On va terminer avec l'État et les figures de la souveraineté, parce que tu mobilises dans ton texte deux références. Il y a la souveraineté version Bodin et la souveraineté version Altusius. Et bon, bah, moi, j'y connaissais rien entre Bodin et Altusius. C'est deux représentations de la souveraineté dont l'État peut réclamer la légitimité. Bodin, modèle vertical centralisé, on va dire. Altusius, modèle beaucoup plus horizontal, immanent. Voilà. Alors du coup, tu dégotes aux libertaires une nouvelle figure tutélaire. Coucou, il y a un mec que vous devriez lire qui pourrait être un maître pour vous, mais dire aux libertaires, je vous ai trouvé un maître, surtout venant de toi, je pense que c'est pas évident que le geste va les séduire beaucoup. On verra bien. Hein. Mais donc, voilà, il y a cette figure, Altusius, dont j'ignorais tout. Tu peux nous dire deux mots de la manière dont il conçoit la souveraineté et partant la légitimité de l'État, puisque c'est sans doute vers ça qu'on peut souhaiter aller. Oui. Quand on disait tout à l'heure que nous sommes toujours pensés, quoi que nous en ayons par l'État, que nos pensées sont des pensées d'État, ça se voit typiquement, pour nous qui sommes français, dans la manière dont nous pensons spontanément le fait de la souveraineté. Spontanément, nous pensons le fait de la souveraineté d'après la manière dont l'État français, centralisé, unitaire,
Ceci dit, tu vois, sans oublier non plus toutes ces différenciations internes qui sont, comment dirais-je, qui sont rhétoriquement occultées, hein, etc. Mais nous pensons spontanément la souveraineté à la manière dont l'État français la réalise. Bon. C'est-à-dire la souveraineté gouvernementale. Alors, c'est-à-dire la souveraineté, alors disons la souveraineté étatique et la souveraineté verticale et descendante. Il y a le pôle souverain qui est en haut et la souveraineté s'abat sur nous. Bon. Et cette manière-là de penser la souveraineté a reçu ses premières formulations dans l'œuvre d'un philosophe politique du XVIe siècle, que pour le coup, alors, les élites françaises connaissent très bien, hein, parce que Jean Bodin, on t'en parle des Sciences Po, tu vois. Ah oui, d'accord, il fait autorité pour le coup. Voilà, il fait autorité, il est dans la tête de il est dans la tête de tous les énarques, Jean Bodin. Althussus, pas du tout. Mais c'est ça qui est toujours très intéressant, c'est que les penseurs pensent dans leur conjoncture, et à partir de leur conjoncture. Donc Bodin, lui, il pense la souveraineté à partir de la manière dont l'État absolutiste français est en train de la réaliser. Et puis, de l'autre côté, il y a Althussus qui, lui, vit dans une toute autre conjoncture politique, qui est celle du Saint-Empire romain germanique. Donc une entité beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus flottante, qui agglomère des bouts, qui coexistent fédéral entre eux. Déjà. Exactement, c'est une forme de fédéralisme impérial, tu vois, où le sommet de la pyramide, c'est l'empereur, mais qui a un pouvoir arbitral au mieux, etc., où les vraies puissances sont les principautés, les duchés qui sont dans les étages inférieurs. Et Althussus, depuis cet état-là du monde politique dans lequel il se trouve, pense la société comme immanence, comme procédant à partir du bas. Et il pense non pas la multitude comme une espèce de foutoir à homogénéiser et à tenir depuis le haut, mais comme l'origine même de la vitalité sociale, dont la tâche principale est de la faire croître. Alors bien sûr, Althussus ne va pas jusqu'au bout de la pensée horizontaliste, et de ce point de vue, tu vois, il est vraiment extrêmement moderne, et moi je peux me reconnaître en lui. C'est-à-dire qu'il sait bien que les groupements locaux et les groupements de groupements, ou les associations d'associations qui vont se constituer, vont par là même définir une forme de structure institutionnelle. Je veux dire, il y a quelque chose qui sert d'armature à tous ces groupements locaux, étagé tu vois, le long d'une hiérarchie de l'association, mais qu'il va falloir malgré tout faire tenir ensemble. Et qui tiendra ensemble, en dernière analyse, de l'effet de cohérence ultime et de totalisation ultime produit par le pôle impérial, qui sera au sommet. Mais ça, moi je trouve que ça ressemble à s'y méprendre avec la structure fédéraliste, internationaliste d'un Bakounine ou d'un Proudhon. Donc c'est d'une extraordinaire modernité. Alors je sais que c'est toujours un petit peu oiseux, le jeu qui consiste à remonter dans le temps et à trouver le précurseur d'avant le précurseur, d'avoir dégoté le pionnier, le concours du plus ancien, le concours du plus ancien, etc. Mais enfin là, quand même, il y a quelque chose qui est tellement frappant pour l'esprit que je trouvais que ça méritait d'être mentionné. Très symptomatique, c'est sa disparition dans la mémoire collective. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en a pas fait grand-chose, ce qui est un révélateur parfait. Et par ailleurs, la manière dont tu en parles et dont en parle surtout, j'ai l'impression qu'il y a un bouquin important, c'est le bouquin de Gaël de Melmestre, Les deux souverainetés et leur destin, on le mettra en visuel. C'est que ça permet de donner à voir ce que c'est une souveraineté de gauche, pardon de plaquer un concept, une qualification hyper contemporaine sur une pensée ancienne, mais j'ai l'impression que c'est ça, ce qu'il met en place, ce qu'il modélise, c'est le principe d'une souveraineté de gauche, et c'est évidemment ce concept-là que tu travailles à compléter, à présenter aussi à l'opinion, me semble-t-il. Mais mais là je crois qu'il ne faut pas hésiter pour le coup, il y a des fois c'est une opération dangereuse, mais là il ne faut pas hésiter à transposer ces différences conceptuelles empruntées à la philosophie politique dans le champ de nos préoccupations tout à fait contemporaines. En effet, le fait de souveraineté a la même nécessité que le fait de l'imperium, dont il est l'expression en réalité, mais si bien que la question de savoir si on est souverainiste ou pas souverainiste n'a à mes yeux rigoureusement aucun sens. Je voudrais dire un mot là-dessus, parce que c'est vraiment très important, parce que ce sont des fausses polémiques qui ne cessent de nous envoyer dans des impasses, et pour le dire de manière non pas provocatrice, mais en mobilisant un argument a fortiori, il faudrait dire que le projet européen
est un projet national souverainiste. Je veux dire, les plus européistes des européistes qui ont en tête l'idée d'une Europe politiquement intégrée sont des nationaux souverainistes. C'est ça qu'il faut dire. L'Europe politiquement intégrée ne rompt pas avec le principe de souveraineté. Elle ne fait que se proposer de le redéployer à une échelle territoriale étendue. Donc à quoi sert de traiter les gens de souverainistes, de disqualifier le souverainisme, puisqu'ils en sont eux-mêmes une illustration. Et l'espace sur lequel se réalise historiquement le principe de souveraineté, qu'est-ce que c'est, sinon, très généralement parlant, une nation, au sens moderne du terme. Donc, je suis fondé à dire que le projet européen est national souverainiste, quoi qu'il en est. Bon. Ce qui signifie que la question souverainiste n'est pas la question. La question vient après. La question pertinente vient après. Ça n'est pas pouvons-nous nous affranchir ou pas du principe de souveraineté, c'est quelle forme allons-nous donner à ces réalisations? Et alors des formes, il peut y en avoir de fort différentes, et certaines qui sont très préférables à d'autres. Donc en effet, la forme française unitaire, intégrée, où la totalisation a le plus le caractère du totalitaire, cette forme-là, non, en effet, elle ne nous plaît pas. Bon. Et sur la trajectoire de l'émancipation, il y a en effet des réalisations du principe de souveraineté qui vont aussi loin qu'elles le peuvent dans la déclinaison des principes de subsidiarité, d'autonomie, de souveraineté locale. C'est laissons au bas le maximum de ce dont il peut s'occuper. Voilà, c'est laissons le bas s'organiser, ça fera ça de moins qui sera organisé par le haut. Bon, ça c'est un azimut possible de la trajectoire tendancielle de l'émancipation qui ne fait pas l'impasse, intellectuellement parlant, sur le principe de la souveraineté. Voilà, et que tu appelles la souveraineté populaire, comprise, elle, comme capacité d'une collectivité à se rendre consciente et maîtresse de son destin. J'aime aussi cette autre formulation que tu as. La souveraineté, ce n'est pas seulement que les hommes fassent leur histoire, ils la font de toute façon, c'est qu'ils la fassent telle qu'ils l'ont voulu et telle qu'ils l'ont pensée. Ce serait ça. Oui, une souveraineté populaire, une souveraineté de gauche. Oui, c'est exactement ça. Et c'est là qu'on voit que cette souveraineté conçue comme la multitude se reprenant elle-même et renouant un rapport de transparence à soi, c'est là qu'on voit que cette définition de la souveraineté ne peut être qu'un poids d'asymptote. Puisque précisément l'impérium et la verticalité qui sont des faits nécessaires sont des faits d'excédence. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Alors toujours quelque chose dont on peut faire décroître la part, mais dont la part ne s'annulerait vraiment que si nous étions sortis de cette condition que Spinoza appelle la servitude passionnelle et que nous étions tous sous la conduite de la raison. Il n'y a qu'en étant sous la conduite de la raison qu'on pourrait faire des choses qui ne soient pas des golems. Je me souviens que tu disais que c'est une théorie des golems, des créatures qui nous échappent et qui se retournent contre nous. Et donc, il n'y a que si on pense vraiment sous l'exclusif empire de la raison qu'on produit quelque chose qui ne sera pas un golem. Ah oui, absolument. Mais c'est un thème qui est vraiment très important dans le livre, en effet, le golem. C'est le fait que nous produisons des choses qui nous échappent. Et c'est ça aussi le travail de l'impérium. Ce qui m'amène à dire que, tu vois, le concept de souveraineté est décidément très complexe à appréhender. Parce qu'à chaque fois, il faut le réfracter, mais on peut le réfracter au travers de prismes différents. Tout à l'heure, tu as parlé de la souveraineté populaire, souveraineté de gauche, par opposition à une souveraineté droite, qui serait une souveraineté gouvernementale, adossée à une nation comprise en termes identitaires substantiels, etc., etc. Mais en termes conceptuels, on peut aussi décliner la souveraineté de manière très différente. Il y a la souveraineté comme maîtrise, c'est ce que tu as dit en rappelant cette citation, c'est la souveraineté, c'est le corps social qui veut se rendre conscient et maître de son destin collectif, mais il y a aussi la souveraineté comme emprise. Qui contredit. C'est la souveraineté au sens de l'impérium. Oui, c'est l'affect commun et son emprise sur nous qui est générateur d'autorité sociale. C'est quand on se prend la vague par en haut. C'est quand on se prend la vague par en haut, quoique c'est nous-mêmes qui l'ayons fait naître du bas. C'est ça, voilà. Tu vois, donc il y a la souveraineté comme emprise et la souveraineté comme maîtrise. Et il y a une tension entre ces deux lectures de la souveraineté, et une tension qui ne peut se résoudre qu'asymptotiquement. Vers le terme ultime, qui est en effet celui des hommes sous la conduite de la raison, seule condition sous laquelle le vertical disparaîtrait. Car il n'y aurait plus que des hommes dans un même plan et entièrement harmonisés dans leur coexistence par le fait même que leur existence est sous la conduite de la raison. Et qu'il n'y a pas besoin d'une formation passionnelle cristallisée comme une institution qui vienne réguler leur coexistence. Autrement, toujours travailler de manière intestine par la possibilité de la divergence.
Ok, bon, comme c'est un horizon, on l'atteindra jamais, hein, les hommes sous la conduite exclusive de la raison, donc on sait juste qu'on peut s'acheminer vers, comme on marche vers l'horizon, et c'est à quoi je vous invite. On va s'arrêter là parce qu'on a parlé déjà bien longtemps. Merci beaucoup Frédéric pour cet entretien passionnant. Imperium, ça vient de sortir à la Fabrique. Je vous le conseille tout en vous prévenant, c'est un texte d'un accès qui n'est pas absolument évident. Mais l'entretien y a, je pense, assez bien préparé malgré tout. Voilà, bonne lecture et à très bientôt pour un prochain Dans le texte. Salut.